Et puis, on va passer à la dernière exposé. Merci beaucoup à vous d'avoir patienté jusqu'au bout de l'après-midi. Et donc, je vais laisser la parole à Roland et Enoch pour cette présentation de clôture, on va dire. Ok, merci beaucoup. Du coup, tu lances les slides. Ouais. Ok. Euh, donc, je vais juste faire une petite introduction. D'abord, pour vous remercier d'être resté jusque-là pour cette dernière présentation. Et merci à Lionel de nous avoir invités parce qu'effectivement, c'est vraiment intéressant de voir tous les gens qui peuvent s'intéresser par des aspects très variés à cette question de la BRDF en mouillé. Alors, nous, on va, pour cette dernière présentation, on ne va pas vous montrer de résultats. On va plutôt vous montrer des questions parce qu'en fait, c'est un sujet sur lequel on débute. Mais justement, donc on se pose un certain nombre de questions sur ce que c'est que la BRDF de mouillé, justement de route mouillée, comme ça a été discuté dans les deux exposés précédents. Donc juste pour nous situer, donc nous on est à l'université Gustave Eiffel, qui était antérieurement IFTAR, et surtout qui était antérieurement Laboratoire central des ponts et chaussées, il y a une dizaine d'années. Ce qui explique que historiquement, en fait, on a un labo de photométrie et des problématiques sur les chaussées routières, sur les marquages routiers. Et du coup, c'est par ce côté-là, en fait, qu'on s'intéresse au BRDF et au mouillé. Et donc, du coup, c'est en particulier pour des problématiques d'éclairage, donc ça, éclairage automobile ou éclairage public, qu'on est arrivé à ces questions. Donc, à partir de, disons, enfin, donc là, la manière dont on va présenter nos questionnements, c'est à partir du labo de photométrie et des questions de mesure. Du coup, je te laisse prendre la main. C'est Roland. Donc sans transition, du coup, je vais un peu poser le problème. Donc, donc comme disait Roland, nous, on est vraiment sur l'application, donc éclairage public ou éclairage automobile. Donc, pour vous présenter tout simplement donc la problématique. En fait, en ce qui concerne l'éclairage public, la BRDF, elle est utilisée essentiellement pour du dimensionnement de l'éclairage public, sachant que donc pour l'éclairage public, l'angle d'observation est fixé à 1 degré, donc c'est en gros l'angle d'observation d'un conducteur sur la route qui regarde à autour de 80 mètres sur la route. Et donc, ce qu'on regarde, c'est quelques points de mesure, donc 400 points de mesure, donc avec des angles d'éclairage, donc d'incidence qui vont jusqu'à 85 degrés à peu près 85 degrés de la normale. Et on tourne du coup autour également de la surface, donc c'est l'angle entre le plan d'éclairage et le plan d'observation. Donc, ce qui se fait donc c'est notamment pour les calculs de performance des installations d'éclairage. Donc tout cela est normé, hein, donc c'est la norme EN 13201. Et pour calculer ces performances-là, on utilise la classification des types de chaussées. Et il y a la Commission internationale d'éclairage, c'est la CIE, c'est la communauté donc internationale de l'éclairage qui s'intéresse à ces problématiques-là. Elle a trouvé une classification qui est fondée sur des mesures d'observation, comme je le disais, et qui sont donc fondées sur ce qu'on appelle des tables R. Donc, c'est ces fameuses points de géométrie, on va dire, utilisés pour calculer en fait des paramètres à partir de ces mesures-là, pour en tirer des paramètres qui seront utilisés pour la classification. Donc, 2 paramètres sont utilisés.
Donc c'est le Q0 qui est le coefficient de luminance moyenne. Donc ça donne un peu l'idée de la clarté de la surface. Hein. Donc plus Q0 est élevé et plus la surface est claire. Le coefficient qu'on appelle le coefficient de spécularité, S1, qui lui donne justement une idée de la spécularité, de la composante spéculaire de la surface. Donc là, c'est des représentations, on va dire, des 4 classes en fait qui sont utilisées en France. Donc il y a plusieurs types de classes qui sont utilisées, mais en France, donc c'est la classe R, R1, R2, R3, R4 qui est utilisée. Donc cela va du plus diffusant au plus spéculaire. Voilà, et c'est une classification qui est fondée sur la valeur de ce coefficient de spécularité. Donc ça, c'est sur une surface sèche. Donc pourquoi, pour en revenir à notre problématique, pourquoi c'est problématique justement quand l'eau s'en mêle pour l'éclairage public? Donc quand l'eau modifie les propriétés photométriques de la surface, hein, on en a beaucoup parlé cet après-midi, donc la clarté diminue, donc la chaussée devient plus sombre et la spécularité augmente. Et en termes de performance de l'éclairage public, elles sont aussi dégradées. C'est-à-dire que l'uniformité de la luminance baisse, les niveaux de luminance eux-mêmes baissent, et les réflexions spéculaires, miroirs, génèrent de l'éblouissement. Et il faut savoir que les surfaces routières sont mouillées une partie non négligeable de l'année en France, donc plus de 30% de l'année. Roland, tu veux dire un mot sur l'éclairage automobile? Roland? Il faut ouvrir le micro, je crois que le micro n'est pas ouvert. Ah, pardon, excuse-moi. Oui, donc il y a des enjeux sur les surfaces routières mouillées au niveau de l'éclairage automobile. Il y a aussi des enjeux au niveau de l'éclairage public. Il y a aussi des enjeux au niveau de l'éclairage automobile. Donc en éclairage automobile, alors d'une part, il y a la question de la rétroréflexion, parce que les matériaux rétroréfléchissants sont utilisés, que ce soit pour les peintures, pour les panneaux, pour les vêtements de sécurité. Et donc ça, ces matériaux-là ont leurs propriétés modifiées quand il peut. Et surtout, il y a une problématique autour de l'éblouissement, parce que en fait, la réglementation, en fait, elle essaye d'éviter ce que j'ai dessiné là sur le schéma, c'est-à-dire que d'éblouir le conducteur en face directement par l'éclairage, par le phare, par l'éclairage direct au niveau du conducteur en face. Je peux tourner. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que quand la chaussée est mouillée, donc on va avoir beaucoup plus de spécularité au niveau de la surface de la chaussée. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la quantité, enfin l'éclairement finalement reçu au niveau du conducteur en face peut devenir plus important par la voie du bas, c'est-à-dire par spécularité, que par la voie du haut, c'est-à-dire par l'éclairage direct. Donc d'autant plus maintenant avec les LED qui sont hyper directives et de très forte intensité. Et du coup, il y a une problématique qui émerge sur le fait que en fait, on peut éblouir les gens simplement par le reflet sur la route mouillée. Et ça, c'est pas contrôlé par les standards, par les normes qui s'appliquent au feu automobile. Donc, si vous prenez la route un jour où c'est mouillé, vous essaierez de remarquer si vous êtes ébloui ou pas par les réflexions. Mais c'est un phénomène qui augmente. Voilà. Donc, ça, je vais peut-être rapidement passer. Donc, qu'est-ce qu'une chaussée mouillée? Donc, on en a assez parlé sur le matériau mouillé en général. Mais donc, le caractère mouillé dépend de la quantité d'eau à la surface et du matériau de la chaussée, en fait. Et donc, les mécanismes optiques qui ont lieu, donc c'est la diffusion de la lumière dans la couche d'eau qui augmente l'absorption de la lumière. Donc, comme je le disais, la chaussée devient plus sombre. Donc, le Q0 diminue.
le paramètre Q0. Et la réflexion de la pellicule d'eau au-dessus de la macrotexture, elle devient plus directionnelle avec ce côté spéculaire. Et cela est d'autant plus vrai pour des géométries rasantes, donc qui nous intéressent en fait. Donc la surface est en même temps plus sombre et en même temps plus spéculaire. Alors, quelles sont les données existantes sur les routes mouillées? Donc, bon, c'est une bibliothèque qui remonte un peu, elle n'est pas encore tout à fait à jour. Alors, ce qui concerne l'éclairage public, donc c'est la publication CIE 47, donc Commission internationale de l'éclairage numéro 47, qui donne en fait des recommandations sur la classification pour les routes mouillées. Mais elle est fondée, en fait, les recommandations sont fondées sur des données qui ont été mesurées uniquement sur des routes scandinaves, donc qui ne sont pas tout à fait représentatives des routes, on va dire, européennes en général ou même ailleurs. Et là, c'est un autre paramètre qui est utilisé, donc qui est un paramètre qu'on appelle S1', donc qui est un peu compliqué comme formule avec qui fait intervenir le S1 et le Q0, donc pour les surfaces sèches, enfin les paramètres définis pour les surfaces sèches. Et donc les classes qui sont utilisées, c'est les classes W, voilà, pour bête. Mais ce sont des classes c'est une classification pas utilisée en pratique. Voilà, donc ça c'est les données issues de la publi CIE 47. Il y a eu des tables R donc, qui ont été mesurées avec un appareil de mesure donc de la BRDF, mais uniquement à 1 degré. Hein, donc nous, on s'intéresse pour l'éclairage public uniquement à un angle d'observation de 1 degré et non pas à toute la BRDF complète. Hein. Donc qui s'appelle Coloroute. Donc vous voyez là sur la photo. Donc, et ça a été mesuré donc en 2007, quelques tables R. En ce qui concerne l'éclairage automobile, donc ça c'est pour revenir à Colero, donc c'est un appareil portable en fait, donc qu'on peut mettre sur la route et qui mesure la table R voilà, en une fois. Voilà. En ce qui concerne l'éclairage automobile, donc il y a eu un vieux rapport donc du laboratoire central des ponts et chaussées, donc à l'époque, donc c'était en 1987. Qui implémente en fait le système de mouillage de la publi CIE 47. Donc, je parle là plus loin. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quel était l'état de mouillage ou le degré de mouillage en fait des surfaces. Et de toute façon, il manque des données, donc il manque des mesures pour le sec comme pour le mouillé, parce que les revêtements n'ont plus les mêmes caractéristiques qu'il y a 30 ans, quand la publi, même CIE pour les surfaces sèches a été publiée. Et les technologies de projecteurs automobiles aussi a changé, par exemple. Maintenant, on est passé au LED, alors qu'avant, c'était l'halogène. Donc, il y a pas mal de changements, mais c'est vrai que la norme, elle a toujours un temps de retard sur la techno. Donc, ça, c'est parce qu'on est encore sur la techno à halogène pour la norme, en ce qui concerne la norme. Alors, comment caractériser l'état de mouillage de la chaussée? Donc, le degré de mouillage, en fait, ou l'état de mouillage varie dans le temps. Donc, ça peut être problématique. Et en fait, ce degré de mouillage dépend de l'intensité de la pluie, de la qualité du drainage sur la route et des conditions météo, du vent, de la température, de l'hygrométrie après la pluie. Donc, c'est pas quelque chose de simple à caractériser. Et la littérature fait allusion à 3 modes, donc mouillé, humide et sec. Et donc, comment on pourrait monitorer en fait cet état de mouillage? Donc, la publi CIE 47, comme je vous le disais, elle recommande un protocole de mouillage standard, donc 30 minutes de séchage après une pluie à 5 mm par heure. Sauf que le problème, c'est que les mesures de BRDF sont longues, peuvent prendre plusieurs heures, donc le degré de mouillage peut varier, notamment avec l'évaporation, et ce n'est pas très pratique. Donc la solution, c'est de monitorer ou de maintenir en fait le mouillage dans le temps.
Et il y a quelques exemples de solutions existantes. Aquasense, donc qui a été développé, c'est un spectroscope en fait, qui a été développé pour étudier le frottement donc entre la roue et la chaussée, donc pour des questions d'étude de la en fait. Et la méthode donc brevetée par l'université de Poitiers dont a parlé Majdi à la présentation précédente, donc voilà, j'en dis pas plus. Voilà, sauf que pour nous, pour la mesure, il y a plusieurs problématiques qui se posent et plusieurs stratégies possibles. Donc, pour pouvoir monitorer le mouillage, il faudrait qu'on trouve un dispositif qui ne perturbe pas la mesure et qui permet de connaître en fait l'état du mouillage à tout instant pour associer en fait à la valeur de la BRDF mesurée à cet instant-là. Donc, ça permet de faire du coup, ça pourrait permettre de faire une mesure pendant le séchage et des mesures du coup longues qui prennent beaucoup de temps si on arrive à trouver un dispositif de ce type-là. Une autre stratégie possible, c'est de maintenir l'échantillon à un certain état de mouillage qui soit constant et de faire la mesure à cet état-là. Donc ça, on est en train de réfléchir à une sorte de système de pompe à eau qui serait asservi justement au degré de mouillage avec quelle consigne d'asservissement. Donc ça, c'est des choses auxquelles il va falloir qu'on réfléchisse. Et la troisième stratégie, une troisième stratégie possible, c'est de reproduire en laboratoire un séchage réel qui soit typique de la route, un vrai séchage sur la route. Et cela suppose de savoir décrire ce séchage typique et de savoir le simuler, pourquoi pas avec un ventilateur ou un sèche-cheveux comme le présentait Majdi. Donc ce qu'on a fait nous, c'est pour essayer déjà de comprendre en fait l'impact de la BRDF, l'impact de l'évaporation sur la BRDF. Nous avons essayé de mesurer le paramètre S1, donc c'est le paramètre de spécularité dont je vous parlais en tout début de présentation, qui lui se mesure très rapidement. Donc c'est et du coup de mesurer ce S1 en fonction du temps. Donc une fois qu'on a mouillé la chaussée, et ensuite on laisse la chaussée sur le banc de mesure et on mesure ce S1 à intervalles réguliers. Donc là à gauche vous avez un peu des résultats de différents types de chaussées. Donc il y a de l'asphalte, il y a du béton et une chaussée donc tout en bas c'est une chaussée neuve, très très sombre. Donc on remarque en fait qu'il pourrait y avoir plusieurs états en fait de mouillage. On retrouve un peu les états, on va dire au début mouillé, puis peut-être humide, et ensuite état sec. Alors il y a un état supplémentaire sur la première mesure parce qu'elle n'a pas été faite avec le même protocole, mais j'ai voulu quand même mettre les résultats. Donc la première étape, c'était que la chaussée, enfin l'échantillon a été complètement inondé. Donc la première étape concerne une chaussée inondée. C'est pour ça que on a une spécularité qui est constante. Donc voilà ce qu'on a fait, mais il reste là, du coup la problématique de généralisation de cette évolution de spécularité pour toutes les surfaces. Donc ça, c'est difficile à généraliser, donc comme on le voit là. Et puis quid des autres géométries de la BRDF, parce que là on s'est focalisé sur le 1 degré d'observation. Mais bien sûr, il y a plusieurs autres angles d'observation possibles. Voilà. Donc là, c'est juste dire un mot sur notre banc de mesure en fait. Donc c'est un gonioréflectomètre qui permet de mesurer une BRDF complète et qui a été pensé, donc c'est ce qui fait sa spécificité pour l'application d'éclairage public. C'est-à-dire qu'on arrive à mesurer des macro-textures, donc c'est la surface utile de mesure, elle est assez grande quand même, elle fait 10 cm de diamètre à peu près.
Donc ça permet de mesurer les macro-textures telles que les surfaces de chaussée. Et on arrive à mesurer à des angles assez rasants, donc d'incidence qui vont jusqu'à 85 degrés de la normale et des angles d'observation qui vont jusqu'à 1 degré de l'horizontale. Donc l'idée, c'est de modifier ce banc-là pour pouvoir faire des mesures en mouillé. Donc là, on est en train de réfléchir sur un système de pompe à mettre en place pour pouvoir faire des mesures en mouillé. Et là, on a également un autre banc qui permet en fait de compléter le banc précédent, parce que le banc précédent ne permet pas de se rapprocher de la direction de rétroréflexion. Et ce banc-là, c'est un banc qui permet de mesurer la rétroréflexion, donc et, et du coup, donc vous avez donc une source. J'arrive pas à voir ma souris. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais si. Donc là, vous avez une source lumineuse du coup qui permet de représenter le phare d'un véhicule. Et là, vous avez le capteur qui est dans la direction de rétro, qui peut descendre jusque tout près de la direction de rétro. Et du coup, la salle est en longueur, ce qui permet en fait de mesurer à des angles très rasants. Et donc, on pose l'échantillon sur le marbre ici. Et donc là, c'est un banc qui est adapté du coup à l'éclairage automobile. Et donc, il compléterait le banc BRDF pour les directions de rétroréflexion. Mais on est aussi en train de réfléchir à regarder, à placer le capteur qui est en direction de rétro, de le placer de l'autre côté de l'échantillon, donc tout au fond là. Donc là, le capteur, à l'heure actuelle, il est là, avec la source. Donc de le placer de l'autre côté, avec l'échantillon au milieu. Ce qui permet en fait d'avoir des angles d'incidence des observations encore plus rasants. Donc ce qui permet en fait d'aller voir dans des angles d'incidence beaucoup plus rasants que les 85 degrés, parce que pour l'éclairage automobile, on regarde à des angles très très rasants. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est en projet. Donc il va falloir aussi adapter ce banc-là pour faire des mesures en mouillé. Voilà, donc ça c'est juste un graphe qui présente en fait la complémentarité des deux bancs. Je passe rapidement. Et donc voilà, donc comme Roland le disait, on n'a pas vraiment de résultats à vous proposer, mais c'est un peu les problématiques et les questions qu'on se pose en rentrant dans ce domaine dans cet aspect de BRDF mouillé. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir arriver à avoir un protocole de mesurage de la BRDF de chaussée mouillée qui soit reproductible et qui soit standardisé. Et essayer de faire peut-être le lien entre une BRDF sèche et une BRDF mouillée, toujours de revêtement de chaussée, au regard de l'application, donc selon que ce soit l'éclairage public ou l'éclairage automobile. Et pourquoi pas donc aller vers de la modélisation de la BRDF de chaussée mouillée. Voilà, donc là, vous avez quelques références. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, vous avez beaucoup insisté sur les chaussées, les R des chaussées, là, des R et S. Hein, là. Est-ce que, donc, vous avez parlé un tout petit peu, mais justement, est-ce que ça va être abordé, les peintures rétro-réfléchissantes qui sont utilisées? Alors, théoriquement, on pourrait aussi mesurer les peintures. Donc, notre banc permet de mesurer n'importe quelle surface, en fait. Donc, et les peintures, ça serait beaucoup plus pertinent de les mesurer sur l'autre banc, sur le banc rétro, justement. Donc, c'est ce qu'on fait actuellement. On mesure la rétro. Là, vous avez là un film rétro-réfléchissant, donc qu'on trouve sur les panneaux routiers. Donc ça, ce banc-là a été conçu pour faire des essais de certification en fait de films rétro-réfléchissants. Donc ça se prêterait tout à fait également à la mesure de peinture. Parce que là, les contraintes des peintures rétro-réfléchissantes sont, j'imagine, établies pour quand ils sont posés en sol sec, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Au niveau de la mesure, on est équipé justement pour avoir toutes les géométries qu'il faut. Simplement que pour un échantillon de peinture, il ne faut pas le mettre verticalement comme c'est dans l'exemple, comme dans la photo, mais simplement il faut le mettre horizontalement. Mais on est équipé vraiment pour faire ces mesures de rétro. Et ce qu'il faudrait ajouter pour
faire des mesures de rétro de l'échantillon mouillé, c'est un système de mouillage, mais en termes de géométrie de mesure et de dispositif de mesure, on est équipé pour. Mais ma question concernait cette fois-ci au niveau des réglementations sur ces matériaux rétro-réfléchissants. Une fois que c'est mouillé, on perd beaucoup cette propriété. Quelles sont les réglementations actuelles? À l'heure actuelle, c'est le sec en fait. La norme certifie en fait un film rétro-réfléchissant sur du sec. Donc le mouillé, il n'intervient pas en fait. Mais effectivement, il faudrait qu'on. On pourrait imaginer qu'il y ait des réglementations qui soient et sur sec et sur sol mouillé. Oui. Après, je pense que ce qui se passe, c'est qu'il y a deux types de réglementations. Il y a les réglementations sur les produits, sur les matériaux. Donc, effectivement, les produits de marquage doivent être certifiés dans certaines conditions. Et ensuite, il y a les réglementations sur l'éclairage. Parce que, comme a dit Enoch, il y a par exemple, s'il y a 30% du temps où il pleut, 30%, on ne va pas changer le marquage selon qu'il pleut ou pas. Donc, le marquage, il est là une fois pour toutes. Les panneaux aussi, etc. Les matériaux sont là une fois pour toutes. Ce qui est éventuellement adaptable maintenant, en plus qu'on a des capteurs, des systèmes, enfin des capteurs embarqués dans les voitures, des systèmes de traitement d'image qui sont capables justement de dire si la route est mouillée ou pas, c'est d'adapter l'éclairage automobile et même l'éclairage public. Maintenant, il commence à y avoir des systèmes dits smart lighting, etc. Pour éventuellement tenir compte du fait que c'est mouillé pour adapter. Mais là, pour l'instant, on n'en est pas là parce qu'il faut de la connaissance pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Donc justement, on va dans cette direction-là. Mais je pense que sur ce que tu dis sur les côtés réglementation, c'est plutôt l'éclairage automobile ou l'éclairage public qui peuvent être adaptés en temps réel aux conditions météo. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être une très rapide. Vous mesurez à une longueur d'onde particulière ou en bande large? Non, la mesure qu'on fait, c'est une mesure photométrique, donc on intègre, donc on a un capteur qui est équipé d'un filtre V de lambda, donc qui intègre sur le visible. Donc c'est vraiment une grandeur visuelle qu'on mesure. D'accord, merci. Le but, c'est de simuler la vision par un conducteur humain. Donc ça vient de là. Très bien. D'autres questions? Non? Juste une question. Ça veut dire que vous intégrez la courbe de réponse de l'œil humain dans la démarche? Oui. Oui. D'accord. Et vous la biaisez par l'effet du pare-brise ou pas du tout? Non, parce que principalement parce que en fait, il n'y a pas de standard, disons, sur le pare-brise. Il y a des tas de j'allais dire, c'est de pire en pire. Il n'y a pas de modèle standard d'un pare-brise. Il y a un peu de perte, mais il y a aussi des effets niveau spectre, etc. Du coup, ce qui se pratique habituellement, c'est plutôt de caractériser les produits rétro-réfléchissants en tant que tels, quoi. Comme, et c'est pareil, c'est-à-dire que c'est un peu comme pour l'éclairage, ceux qui vont faire la conception d'une voiture, ils vont choisir des verres comme ci ou comme ça, ou un casque de moto, etc. Et s'ils veulent tenir compte s'ils veulent tenir compte de la lumière qui revient depuis les peintures ou depuis les panneaux, en fait, c'est à partir de ce genre de caractérisation qui va résonner. Et lui, il va rajouter un filtre finalement. D'accord. Si je suis clair. Et juste un dernier point, s'il vous plaît, les mesures que vous faites, vous attendez qu'il arrête de pleuvoir ou pas? Pour l'instant, on mouille la chaussée et puis on regarde ce qui se passe. Donc c'est bien après la pluie en fait, oui.
Mais on n'a pas de système de pluie, etc. pour l'instant. On n'a pas. Là, ce qu'on mesure, c'était rudimentaire, hein, ce qu'on a fait. Donc, on a mouillé avec une éponge et on a regardé ce que ça donnait. Voilà. Je vais vous prêter notre système de vaporisation. Bah, Oui, il est hyper intéressant là, ce que tu as présenté. Ouais. On va.